environ les séparait pour ce deuxième tour des législatives anticipées. C'est un enjeu national qui se joue une nouvelle fois dans cette troisième circonscription Roni entre Max Mathiazin et Rodi Tolassi. Exactement, Max Mathiazin dans le coin rouge, âgé de 68 ans. Il est le député sortant. Son score au premier tour, 10 132 voix et 36,21% des suffrages. Ses atouts, son expérience parlementaire, son soutien en tout cas, ses soutiens, les forces politiques justement traditionnelles. Sa stratégie est bien capitaliser sur le soutien des électeurs anti-RN, valoriser son bilan en tant que député sortant et puis son historique. Bien vainqueur du second tour en 2022, rappelez-vous, avec une avance de 1000 voix sur Rodi Tolassi. Dans le coin bleu, concentré comme jamais, le challenger Rodi Tolassi, 37 ans, fraîchement élu député européen, 7635 voix, soit 25,9% au premier tour. Ses atouts, son dynamisme sur le terrain, sa popularité croissante, son succès lors des dernières européennes, sa stratégie, mobiliser son électorat, convaincre les indécis, démontrer sa capacité à représenter efficacement, et puis son historique, premier au premier tour en 2022, mais battu au second tour. Max Mathiazin veut conserver son siège, tandis que Rodi Tolassi espère renverser la tendance et marquer un coup pour le Rassemblement national. Un duel qui promet d'être épique samedi soir dans les urnes, mais ce soir, sur le ring de RCI, eh bien, ils vont nous livrer un premier acte. Eddy. On salue nos deux candidats. Bonsoir Max Mathiazin. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir Monsieur Biral, bonsoir Madame, et bonsoir à mon concurrent, Rodi Tolassi. On salue également Rodi Tolassi, bonsoir. Bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir à la Guadeloupe et surtout à la troisième circonscription. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre ce soir en direct sur RCI. Elodie, nos auditeurs et internautes pourront également poser leurs questions aux deux candidats. Oui, on le rappelle, nous sommes en direct sur Facebook, mais également sur X, ex-Twitter, où les internautes peuvent écouter ce débat et aussi poser leurs questions par écrit, des questions que je me chargerai de vous transmettre. Idem pour les réactions que nous recevrons sur WhatsApp au 06 90 11 11 10. Et puis, comme nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, afin de vous aider à faire votre choix, sachez que vous pourrez retrouver du contenu inédit avec nos candidats sur Instagram, TikTok et YouTube dès la fin de ce débat. Alors, restez avec nous. Deux camps, vous l'aurez compris, deux camps politiques sont face à face ce soir. Deux visions différentes, dira-t-on, aussi de la politique à mener. Messieurs, nous souhaitons un vrai débat, un débat d'idées, évidemment, dans un contexte politique bouleversé. On se pose déjà la question ce soir, la France pourrait-elle devenir ingouvernable, Roni? Exactement, avec tout ce qui se profile à l'horizon, tout ce que l'on lit, tout ce que l'on voit. Max Mathiazin, question pour vous, la peur de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, est-ce que cet argument tient encore la route? Si oui, pourquoi? Puisque vous me donnez la parole, monsieur Biral, permettez-moi tout de suite de remercier les 10 672 électeurs qui ont porté leur suffrage sur mon nom, et bien sûr qui me donnent une avance de 3037 voix dans cette circonscription. Donc c'est un effort considérable, et cela prouve que les électrices et les électeurs de la troisième circonscription ont parfaitement compris d'abord le bilan, mais aussi le parcours politique qui est le mien. Et j'ai exposé mon bilan, mais je n'ai pas fait que cela. Donc, en répondant à votre question, je vous dirais que il n'y a pas de peur du Rassemblement national, si c'est ça votre question. Il y a tout simplement un combat pour imposer d'abord un bilan, parce que dans un contexte où le mandat n'est pas terminé. Je vous rappelle que j'ai été élu pour une mandature de 5 ans, il y a 2 ans. Je suis à mi-chemin et j'affiche déjà un bilan important qu'aucun de mes adversaires, en tout cas au premier tour, n'a contesté. Et je n'ai pas entendu contester ce travail considérable effectué. Et la deuxième chose, bien entendu, si vous parlez du Rassemblement national, le Rassemblement national ne correspond en rien aux idées qui sont les miennes, et à l'idée que je me fais de la démocratie au sein d'une société, et surtout d'une société comme la nôtre, la société guadeloupéenne, qui est une société qui est riche de sa diversité. Et vous avez remarqué, sans doute comme moi, que depuis l'arrivée au premier tour, le score au premier tour du Rassemblement national, le score aux élections européennes, vous avez noté un certain nombre de
de personnes qui ont tendance à se lâcher, par exemple, et c'est le moins que je puisse dire. Par exemple, pas plus tard qu'hier soir, le journal Le Parisien, qui est un journal extrêmement sérieux, note précisément les exactions, on peut dire ça, et les actes qui sont des actes xénophobes, qui frappent notamment nos concitoyens, nos concitoyennes en France hexagonale. Par conséquent, on aura beaucoup à dire, mais on va revenir, je l'espère tout à l'heure, sur le programme, sur le fond du programme, même du Rassemblement national, auquel je suis radicalement opposé par mes idées. Alors, Rodi Tolassi, les débats ont souvent tourné autour de cela, hein, la peur du Rassemblement national, la peur de voir arriver au pouvoir cette vague bleue. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les choses pourraient tourner? Permettez-moi de cet instant pour parler d'une situation. Quand on parle de « il se lâche », j'aimerais dénoncer une situation qui s'est produite hier soir sur le plateau de Canal 10. Je suis ici par respect pour nos auditeurs. Mais hier soir, sur le plateau de Canal 10, M. Mathiazin s'est permis d'attaquer ma famille, en les traitant de prisonniers, notamment. Peu importe que cette information soit vraie ou fausse, elle n'a en aucun cas sa place dans un débat politique qui engage un homme face à un autre homme. J'aime ma famille. Et je n'accepte pas que le traitement qui est fait de ma famille aujourd'hui, depuis le début de cette campagne, c'est un acharnement continu. On a pu voir les propos du premier adjoint sur mon indianité, M. Yakou. Les voitures de propagande tenir les mêmes propos racistes. Venir devant chez ma grand-mère, à 78 ans, qui est malade, venir tenir des propos inacceptables. Inacceptables. Et je pense que lorsque vous êtes chef de votre campagne, vous devez tenir vos troupes au respect. Quand on parle justement de démocratie, il y a un minimum à avoir de décence. J'espère que justement, je n'aurai pas à revivre ce qui s'est passé hier soir, ni à revivre cela dans la campagne électorale. On a parlé d'avance. J'ai 7635 voix. Il y a 53 000 personnes qui n'ont pas voté. 3 000 voix, ça ne représente rien. Aujourd'hui, nous devons comprendre l'importance de cette élection législative. Pourquoi nous avons dissous l'Assemblée? Pourquoi nous sommes retournés aux urnes? C'est pour mettre en place un gouvernement. Pas pour élire seulement une personne, un individu. Nous sommes là pour jouer collectif, M. Biral. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette bataille. Parce que individuellement, je suis resté député européen tranquillement, je vous le dis en toute honnêteté. Mais la réalité de la crise politique que nous vivons, la volonté de changement que nous avons, et aussi ce qui se passe au niveau national, la volonté de changement qu'il y a au niveau national, fait que demain, nous pouvons avoir cette majorité et avoir le gouvernement. Est-ce qu'en Guadeloupe, on va se priver d'hommes qui vont représenter nos territoires dans une majorité gouvernementale? Je pense que ce serait une erreur de le faire. Je pense qu'il faut se saisir de cette occasion pour porter les dossiers de la Guadeloupe au plus haut sommet de l'État. Max Mathiazin, vous êtes député sortant, vous avez vécu également une situation particulière à l'Assemblée nationale avec la majorité relative de la majorité présidentielle de Gabriel Attal également. Est-ce que là aussi, quand on dit c'est ingouvernable, on constate qu'il y a un jeu de désistement avant ce second tour. Ce soir, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a indiqué qu'il n'était pas question de gouverner avec la France insoumise dans une grande alliance, malgré ses appels au désistement. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous qui vous aviez été déjà, vous êtes député sortant, comment voyez-vous votre avenir, si vous êtes réélu par exemple, député, votre avenir à l'Assemblée nationale, dans son contexte particulier? Oui, alors, je constate que mon concurrent, accusant, puisque la dernière fois il avait 600 voix d'avance, et aujourd'hui il a 2037 voix de retard. Oui. Et donc à chaque fois qu'il est dans un débat, dans la rue, etc., et ceci depuis l'année dernière en 2022, et qui se trouve sur une place publique avec Kyriel, le micro et de sonorisation,
il trouve des prétextes pour se victimiser. Et ce soir, de trafiquer des vidéos, par exemple, et de dire qu'on a traité de ceci ou cela. Vous savez, monsieur, tout le monde a un parent indien ou d'autres couleurs en Guadeloupe. Par conséquent, moi, je ne parle pas de ma famille. Vous savez très bien manipuler, et c'est ça la technique du Rassemblement national, vous savez très bien manipuler les réalités. Donc, je suis venu ici, et quoi que vous disiez, je ne vous répondrai pas. Sur ces faits-là, les gens ont vu le débat. Donc, la technique qui consiste à venir se victimiser en disant qu'on m'a traité de ceci ou cela, je ne vous parlerai pas de ma famille. Par conséquent, vous ne savez pas combien d'Indiens, combien de Noirs, combien de Bleus il y a dans ma famille. Nous sommes tous du genre humain, et personnellement, c'est ma philosophie, et c'est ce qui fait la Guadeloupe, c'est ce creuset extraordinaire qui fait ce que nous sommes. Oui. En ce qui concerne maintenant la composition de l'Assemblée nationale, vous me parlez de cette composition. La France sera-t-elle gouvernable ou pas? Je n'en sais rien. On aura la réponse dimanche, mais vous savez qu'en dépit de cette Assemblée nationale, où la situation était multiforme et difficile, j'ai réussi par-dessus tout, grâce au groupe auquel j'appartenais, qui était un groupe central qui a failli renverser le gouvernement il y a 1 an. Il s'en est fallu de peu. Eh bien, et donc à ce moment-là, nous avons pu faire passer un certain nombre de propositions de loi, nous en avons voté d'autres, nous avons agi par amendement. Il n'y a que ce qui m'intéresse. Moi, je suis un élu, et ce que je sais, c'est que je suis entré en politique, non pas par profession, pour une carrière, parce que je viens de Dieppe, d'une famille, puisque nous parlons famille, d'une famille, je dirais, pauvre, défavorisée, avec d'autres. Je n'étais pas moins défavorisé ou plus défavorisé que d'autres. Et ça, c'est mon leitmotiv. Et donc, j'ai vu d'abord DR, ensuite, j'ai été conseiller départemental, général, vice-président du conseil général. Donc, j'ai une carrière qui atteste du travail que j'ai fait au quotidien. Qu'importe. On m'a entendu à l'Assemblée nationale. Je suis proche des personnes de cette circonscription que je connais par cœur. Je l'ai gagné 2 fois, voire peut-être 3 tout à l'heure, enfin bientôt après-demain. Donc, finalement, que m'importe, je vais renforcer le groupe Lyot. Je serai à l'Assemblée nationale un artisan d'un groupe qui va précisément me permettre à d'autres qui viendront nous rencontrer de privilégier la liberté d'expression, la liberté de vote et de pouvoir faire avancer nos dossiers. Et souvent, les gens viennent nous voir à l'Assemblée nationale parce que précisément nous sommes ce groupe de liaison. Et moi, je vous dis, la liberté, ça veut dire que j'ai ma liberté de vote et ma liberté de conscience. Oui. Et je veux conclure cela en vous disant que je n'irai sur aucun terrain pour répondre à des propos, et désormais je ne répondrai pas, je laisse le loisir à mon concurrent de dire tout ce qu'il veut. Tout le monde a vu le débat hier soir. Chacun. On ne va pas revenir sur le débat. On va pas revenir. Il faut avancer. Voilà. Dites-là, si la majorité absolue, vous l'envisagez au Assemblée nationale, elle commence justement dans cette 3e circonscription. C'est un combat qui commence déjà chez vous. Mais elle commence partout. C'est ça le but du jeu des législatives, c'est de pouvoir composer une assemblée avec un certain nombre de députés du même bord pour aller former le gouvernement. Et ce qu'on oublie de dire dans ces élections législatives, c'est que la première action du député, c'est d'aller former ce gouvernement, de voter pour ou contre le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Et donc, c'est d'avoir cette majorité pour contrer effectivement Emmanuel Macron, revenir sur les réformes qu'il a pu faire, qui nous ont fait tant de mal, et mettre une vraie politique pour le développement de nos territoires, mais aussi surtout pour régler les problématiques qui n'ont pas été réglées depuis plus de 7 ans. Voilà. Je pense à la problématique de l'eau, par exemple, et qui aujourd'hui nous pose problème. On se rend compte à quel point que ça nous pose problème. Sur la problématique des algues sargasses notamment. Mais sur la problématique de l'eau, quelle est la réponse du RN aujourd'hui? Quelle réponse vous apportez aux électeurs de la 3e circonscription? Vous le dites quoi? Alors, sur la question de l'eau, notre programme, notre projet, c'est une volonté de pouvoir faire en sorte que l'État puisse reprendre la compétence sur le domaine de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est déjà un problème de santé publique majeur. L'eau est souvent contaminée avec des bactéries, du chlordécone.
il y a une urgence. Ça fait un moment que ça dure. Il y a la problématique du financement. Je crois que la seule entité qui puisse débloquer autant d'argent en si peu de temps, c'est l'État. Aucune collectivité locale, il faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle pour cela. Dire qu'il n'y a que l'État qui peut faire en sorte de résorber ce problème. Et donc, nous redonnons la compétence à l'État pour faire les travaux nécessaires, pour avoir de l'eau en quantité et en qualité. Et dès lors que nous avons donné la compétence, nous avons résolu ce problème, nous remettons la compétence aux collectivités locales avec ce qu'on appelle un plan de gestion derrière, pour que chaque 5 ans, on puisse établir quelle canalisation qui a changé, quelle usine qui a augmenté les capacités ou a transformé, a modernisé, pour faire en sorte qu'on ne puisse plus retomber dans les mêmes travers, et cela est planifié et financé. C'est notre projet. Max Mathiazin, la distribution de l'eau potable donc est un problème, on le sait, récurrent dans notre département. Quelles solutions concrètes vous proposez pour garantir justement une distribution d'eau en continu et en qualité? D'abord, je voudrais avoir une pensée pour les Désiens et ceux du Lamentin, les habitants du Lamentin qui n'ont pas d'eau, pas une goutte d'eau depuis 3 jours au moment où je vous parle. Donc je ne suis pas en train de tracer des plans sur la comète. Il y a des spécialistes et des plans qui ont déjà été faits sur la question de l'eau. Alors, je rappelle que c'est l'État, il y a 3-4 ans, qui a pris l'initiative. C'est l'État français, l'État ne change pas. On ne fait pas un coup d'État en disant je vais changer d'État, qui a pris l'initiative de créer un organisme unique de l'eau où finalement chacun pourrait adhérer, mais non pas volontairement, mais contraint, et puisque c'est un organisme unique. Donc ça revient au même, ça n'empêche pas à l'État de mettre les fonds qu'il faut. C'est pas parce que l'État va recentraliser à 8000 km que l'eau marchera beaucoup mieux. Tout en sachant que cette loi a été portée par un parlementaire guadeloupéen. Par un parlementaire guadeloupéen. Donc, et c'est un parlementaire guadeloupéen qui l'a porté. Alors quand on dit que l'État, que l'eau va être purifiée parce qu'il n'y aura plus de chlordécone, c'est pas parce que l'eau n'est pas centralisée que le chlordécone est là. Donc je veux dire tout simplement que lorsque j'entends dire aujourd'hui qu'un État qui a des milliards et des milliards d'endettement va immobiliser 2 milliards d'euros, puisque c'est le plan de mon concurrent, il va immobiliser 2 milliards d'euros sur l'eau, quand on sait que la Guadeloupe ne peut absorber techniquement que 72 millions d'euros par année, et voire 80 millions d'euros. Donc c'est de la poudre aux yeux. Mais moi, je ne fais pas de plan, parce que je ne suis pas un architecte. Il y en a des qui ne font que des plans. Moi, j'agis. Je suis dans l'action. Donc, on s'est battu pour, par exemple, allouer 50 millions d'euros au dernier budget, malgré le 49.3. Et quand je dis on s'est battu, c'est moi qui l'ai fait par amendement. Par conséquent, moi, j'essaie d'obtenir des résultats concrets là où je suis. Et j'ai remarqué que quand j'étais plus jeune, je disais, j'irai au Parlement et je ferai. Quand on n'a jamais agi de sa vie, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, et j'ai entendu d'autres candidats qui n'ont pas l'expérience dire, nous ferons. Et si c'était si facile, vous croyez que chacun ne ferait pas. Donc, moi, je suis absolument contre la recentralisation. C'était la Générale des Eaux qui avait été désignée à l'époque par l'État. Donc le système actuel est bon? Non, je n'ai pas dit ça, laissez-moi finir. C'est la Générale des Eaux qui avait été désignée par l'État qui portait les appels d'offres à l'époque, et les Générales des Eaux. Donc voilà ce que l'État fait. Aujourd'hui, je sais que ceux qui géraient l'OADE et ceux qui gèrent l'OADE, qui s'occupaient de l'OADE, les techniciens et autres, sont en grève parce qu'ils ont des difficultés. Je suis allé les voir cet après-midi. Ils ont des difficultés sur leur contrat. Et le plus important, c'est que j'ai pu faire quelques interventions avant de venir ici. Plutôt que de raconter les choses dont j'ai rêvé, je suis dans le concret. Par conséquent, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de dire qu'on va faire. Chaque fois qu'un homme politique de l'Hexagone a envie de faire des voix en Guadeloupe, on nous fait des promesses. Moi, je vois des choses concrètes et aller se battre d'une voix forte, comme je le fais, pour obtenir de vraies avancées pour notre population. Et les 400 millions d'euros pour l'eau, ce sont des élus guadeloupéens. Les
72 millions d'euros qui ont été ajoutés. C'est le département et la région. Donc, il y a des choses qui se font sur l'eau. Et il est utile de dire aux Guadeloupéens que quand on mettra 2 milliards, on va faire 2 milliards de travaux, qu'on va fendre la Guadeloupe de long en large et que ça va réussir. Il faut parler le langage de la vérité. Très bien, Max Mathiazin, vous êtes très en avance sur votre concurrent, Rodi Tolassi, pratiquement 5 minutes que vous avez à rattraper. Alors déjà, réponse, et ensuite on va voir les auditeurs avec Élodie Soupama, mais déjà réponse à Max Mathiazin. Et puis aujourd'hui, clairement dans votre circonscription, au ADE par exemple, la goutte d'eau est en train de déborder puisque il y a cette délégation de services qui est rentrée en vigueur et qui va augmenter le prix de l'eau, les Incrioulou. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que je réponds, c'est que c'est cette politique qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Qu'a fait le député qui a un super bilan pendant 7 ans sur la question de l'eau? Rien. C'est ça la réalité. Si nous nous retrouvons dans cette catastrophe, c'est que rien n'a été fait, justement. Il découvre la problématique de l'eau aujourd'hui, avec un communiqué. Il redécouvre qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, il parle d'action, qu'il est dans l'action, alors qu'auparavant, on n'a jamais vu dans l'action sur la question de l'eau. Et il parle de promesses venant de l'Hexagone. Je suis désolé. Il y a 7 ans, il a bien cru dans les promesses d'Emmanuel Macron. Il s'est trompé. C'est pas pour autant que moi, je me trompe. Donc, chacun a sa politique. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il parle de politique locale, que le département, la région a mis, etc. Donc, on se rend compte que ce n'est pas le député Mathiazin qui a pu faire avancer la question de l'eau. Ce sont les collectivités locales, pour le moment, qui ont dossé cette responsabilité. Donc, il faut faire en sorte demain d'avoir un vrai plan pour résoudre cette problématique. Il y a des possibilités de le faire et c'est notre programme et notre projet de faire en sorte que l'État puisse reprendre la main dans les territoires d'outre-mer. Élodie, une question d'internaute. Oui, une question de Marlène des Abîmes pour Monsieur Tolassi. La semaine dernière, vous disiez que la gestion de l'eau doit être vue avec l'Europe. Aujourd'hui, qu'il est candidat aux législatives, il demande que la gestion soit faite par l'État. Est-ce que son avis change en fonction du poste politique qu'il convoite? Non. Ce que je disais au moment de l'Europe, c'est qu'on peut agir sur l'eau en fléchant des budgets. On peut agir au niveau européen pour pouvoir flécher des budgets. Mais notre projet au niveau national, nous avons un projet au niveau national pour faire en sorte que l'État puisse reprendre les compétences. Ça n'empêche pas que l'Europe puisse agir justement pour flécher et aider l'État à augmenter les budgets et pour résoudre les problématiques d'eau en Outre-mer. Rodi Tolassi et Max Mathiazin, j'ai une question pour vous. Si vous permettez, je voudrais réagir sur ce que M. Tolassi dit. C'est bien, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Quand on ne sait pas... Si vous cassez le micro, ça va pas aller. Quand on ne sait pas, on peut agir, on peut dire n'importe quoi parce que M. Tolassi croit que les Guadeloupéens sont crédules. Donc il se dit, bon voilà, je vais un peu agir sur les difficultés des Guadeloupéens. Parce que quand les gens sont en difficulté, ils sont prêts à se vouer parfois à n'importe quel saint. Et donc mais les Guadeloupéens sont lucides. M. Tolassi ne sait pas qu'un parlementaire, puisque n'a pas de compétences en matière d'eau. Donc, qu'a fait le député? Eh bien, le député, lui, il peut voter des lois, M. Tolassi. C'est ça que vous allez faire. C'est ce que vous auriez pu faire ou que vous pourriez faire si toutefois que les Guadeloupéens vous faisaient confiance samedi prochain pour être député. Mais pour l'instant, donc, vous ne savez même pas les compétences d'un député. C'est voter les lois, examiner les lois et contrôler la politique du gouvernement. Donc, les batailles que nous menons, qui sont les batailles, par exemple, pour le financement au budget de l'État, c'est-à-dire lors de la loi des finances, c'est ce qui est de la compétence des Guadeloupéens. Jusqu'à nouvel ordre, l'eau est de la compétence des collectivités territoriales. Et récemment, il y a eu la création du SMGEAG, donc qui a la compétence globale de l'eau. Donc c'est ce mouvement qui est en cours aujourd'hui. Par conséquent, je préfère venir, au lieu de raconter ce que je ne sais pas, puisque moi, peut-être que je ne savais pas non plus quand je n'étais pas encore député, j'ai appris. Il va falloir que vous appreniez, par exemple, moi je vous suggère... Rodi Tolassi, vous allez dans un combat, mais vous savez pas les compétences d'un député. Monsieur Mathiazin, comme d'habitude, raconte n'importe quoi. Voilà. La proposition de loi, elle est appuyée par un mouvement politique, un groupe à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord sur ce projet avec le Rassemblement national. C'est toute la différence que j'ai avec mon adversaire politique. C'est qu'il n'a pas de projet. Ça, c'est un premier point. Il ne sait même pas dans quel groupe il va siéger, parce que le groupe Lyot va disparaître. Donc, en finalité, il ne pourra mettre en œuvre aucune proposition de loi
aucune proposition sur le domaine de l'eau. Il va à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire pourquoi il va à l'Assemblée nationale. Il va à l'Assemblée nationale pour essayer de se protéger. J'ai ici une ordonnance du tribunal. Il va peut-être s'expliquer là-dessus. J'ai ici une ordonnance du tribunal. Peut-être cherche-t-il à avoir l'immunité parlementaire. Je vous accorde bénéfice du doute, mais le juge qui aujourd'hui vous convoque dans le tribunal, lui, il a l'intime conviction de votre culpabilité. Et donc, ce que j'aimerais dire à nos compatriotes guadeloupéens avant que je puisse lire cela, et notamment tous ceux qui ont voté pour le Front populaire, toutes les personnes de gauche, est-ce qu'on vote pour quelqu'un qui est mis en examen? Attendu que les faits de soustraction, détournement et destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire, etc., renvoi devant le tribunal correctionnel, attendu qu'il résulte l'information de charges suffisantes, les faits sont têtus et formels, M. Mathiazin. Mathiazin Max, d'avoir à Pointe-à-Pitre entre le 21 avril 2015 et le 31 mai 2016, en tout cas en Guadeloupe et depuis temps non couvert par la prescription, étant personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce de directeur de la caisse des écoles de la ville de Pointe-à-Pitre, détourné, soustrait ou détruit des fonds publics. C'est ça la réalité de la Guadeloupe. Ce sont des hommes corrompus jusqu'aux os. Et ils sont tous ensemble. Un pour tous, tous pourris en réalité. Que ce soit le président de région qui a une affaire qui a été condamnée, il a fait appel. Ils ont tous peur qu'on arrive au pouvoir parce que ça, c'est ça leur problème aujourd'hui. Ils n'ont aucun autre problème. C'est de garantir leurs petits privilèges face à cela. C'est la réalité de la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je me bats aussi de faire en sorte que demain, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur la corruption et l'utilisation des deniers publics. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont du mal à boucler les fins de mois face à cela? On parle de détournement à hauteur de 600 000 €. Monsieur, c'est la réalité de la Guadeloupe. Vous permettez? Vous permettez? Allez-y, répondez. D'accord. Monsieur Tolassi, vous venez ici raconter n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que, premièrement, si vous parlez d'immunité parlementaire, il faut savoir que Mme Le Pen n'a pas d'immunité parlementaire. Et là, vous ne dites rien. Moi, Madame Le Pen n'est pas en face de vous, c'est moi. Non. Et on parle de la Guadeloupe. Madame Le Pen n'est pas en Guadeloupe. Tout à l'heure, vous vouliez Madame Le Pen n'est pas en Guadeloupe. Laissez parler. On parle de Guadeloupéens entre nous. Et je pense qu'un Guadeloupéen n'a pas le droit de détourner les fonds publics de Guadeloupéens. Nous j'ai assez en misère en Guadeloupe pour moun qui a détourné l'argent à moun. Respectez Guadeloupéens. Monsieur Tolassi, maintenant vous me laissez parler? Allez-y, je vous permets. Madame Le Pen n'a plus d'immunité parlementaire. Et j'ai lu dans un tabloïd aujourd'hui, dans un journal sérieux, que Madame Le Pen craint, la crainte de Madame Le Pen d'être condamnée par le tribunal, puisqu'elle est pour détournement de fonds européens, elle va être appelée devant le tribunal. Deuxièmement, vous faites référence à ce problème de détournement de 600 000 €. Eh bien, mon immunité, la levée de mon immunité parlementaire avait été demandée. Ça a été refusé par le Parlement. Je suis le sauvé par vos amis. Non. Sauvé. Je suis le deuxième parlementaire en 10 ans. Laissez-moi finir. Je suis le deuxième parlementaire en 10 ans dont on n'a pas levé l'immunité parlementaire. Or, votre chef, auquel vous voulez rapatrier la Guadeloupe, n'a plus d'immunité parlementaire. La deuxième chose, j'ai bénéficié d'un non-lieu total, et je dis bien total, sur ce problème dont vous parlez, de 600 000 € de détournement, etc. Donc vous le savez très bien. N'importe quoi. Vous êtes convoqué au tribunal et vous devez vous présenter le 22 novembre. Non. Laissez-moi finir. L'affaire a été repoussée au 22 novembre. Dites la vérité aux Guadeloupéens. Osez dire la vérité. Laissez-moi finir. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Hier, vous avez dit une... C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Laissez, allez-y. Voilà. Vous êtes convoqué le 22. Continuez à parler. Et c'est comme l'affaire de M. Bernard Pancrel. On a élu un maire, on se retrouve avec quelqu'un qui a perdu son poste. Demain, ce sera la même chose pour vous. Vous allez perdre votre poste parce que vous serez jugé comme tous vos camarades. Comme je l'ai dit, tous pour un, tous pourris. C'est pour ça que vous êtes ensemble. D'accord. Vous croyez qu'en venant ici, alors je vais reprendre les explications pour les auditeurs qui nous écoutent. Je ne suis pas venu ici pour polémiquer. Monsieur commence par parler de race, enfin de tout ce que vous voulez.
Je suis le seul parlementaire en 10 ans. Quand il s'agit de ma race, ça vous dérange pas? Non, moi, ça ne... Voilà, je c'est ne ça le parle pas problème de la monsieur. Guadeloupe. Vous faites une campagne, on vous attaque sur votre race. Au lieu de se dire, bon, on est désolé pour ce qui se passe. Tout le monde a vu les vidéos. Il appuie. C'est tant pis pour vous, tant pis pour votre tête, tant pis pour votre race, tant pis pour votre grand-mère qui en souffre parce que vous venez avec vos voitures devant la maison de ma grand-mère. Vous n'avez aucune honte. Vous n'êtes pas un homme responsable, monsieur Mathiazin. Franchement, vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un député. Vous êtes quelqu'un avec un comportement, avec vos équipes, un comportement de voyou. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de cette campagne. Terminez, Max Mathiazin. Monsieur Tolassi. Sur l'aspect judiciaire. Vous êtes dans une situation inconfortable, puisque vous avez promis... Et si c'est pas Madame Le Pen pour le sauver à chaque fois, il parle de Madame Le Pen. Nous sommes tous les deux là. Monsieur, vous permettez que je termine? Face à face. Monsieur, vous permettez que je termine? Il n'y a termine? plus les 7 maires à vos Monsieur, côtés. vous permettez que nous je sommes termine? ensemble. Vous permettez que je termine? Voilà. Est-ce que vous permettez que je termine? J'en appelle aux journalistes Terminez, pour régler ce problème. Pourquoi vous vous monsieur me laisse énervez? parler. Calmez-vous, monsieur Mathiazin. Non, non, c'est vous qui devez vous calmer. D'accord, voilà. Ne vous énervez pas. Voilà. Je suis le deuxième parlementaire en 10 ans présenté devant ses pairs pour lequel on n'a pas levé l'immunité parlementaire parce que le Parlement a conclu par un vote unanime que ce n'était ni sérieux, ni loyal, ni fondé. Donc c'est la première chose que je vous dis. La deuxième chose, monsieur, j'ai bénéficié sur ce problème dont vous parlez, pour lequel le juge avait demandé d'une levée d'immunité parlementaire, de non-lieu total. Par conséquent, moi je vous laisse dire ce que vous voulez, vous extirper ce que vous voulez. Et le 22 novembre, vous allez où? Vous allez dire vous allez faire une promenade de santé au tribunal? Deuxièmement, monsieur. Voilà pour qui on vote, dans la troisième circonscription. Voilà l'exemple. Allez-y, terminez, Max Mathiazin. Il cherche la polémique parce qu'il pense qu'il va pouvoir faire une diversion. Expliquez-vous et on termine là-dessus. Monsieur, aujourd'hui, ce dont je viens de vous parler, c'est simplement de non-maîtrise. Vous ne maîtrisez pas les faits pour lesquels vous vous présentez devant les Guadeloupéens. Par exemple, vous avez été élu député européen il n'y a pas si longtemps. Et donc, vous avez menti aux Guadeloupéens, puisque vous saviez déjà que vous seriez candidat aux élections législatives. Vous avez menti de manière préméditée aux Guadeloupéens. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas monté en Europe pour défendre... et vous faites ce que les anciens politiciens, vous reprochez aux anciens politiciens, puisque aucun des députés européens que nous avons eus avant vous ne s'est présenté à l'élection législative en même temps pour la France. Par conséquent, vous agissez par subterfuge, vous accusez tout le monde en disant qu'on vous injurie, qu'on vous méprise, etc. C'est une victimisation que vous êtes en train de faire en pensant qu'aujourd'hui, vous allez détourner la tête des électeurs et des électrices, des 3337 électeurs qui vous ont dit que aujourd'hui, il vaut mieux que vous puissiez essayer d'apprendre à aller à travailler en Europe puisque vous l'avez demandé pour les Guadeloupéens et vous êtes très très en retard aujourd'hui et vous vous énervez, vous dites n'importe quoi, vous venez avec des papiers qu'on vous a donnés et je ne sais pas qui et vous essayez de subjuguer les gens mais ça ne marche pas comme Parfait ça. Merci pour les explications. On va avancer. Une question peut-être, Élodie? Une question sur les projets. Quels sont vos projets pour la Guadeloupe? Monsieur Mathiazin, quels sont les projets que vous avez pu défendre déjà à l'Assemblée nationale et quels sont les prochains projets que vous souhaitez défendre? Également, Monsieur Tolassi, quels sont les grands projets que vous souhaitez défendre à l'Assemblée? Audit Tolassi. Je vais un peu rebondir rapidement sur un mensonge. Je suis élu député, mais l'investiture des députés, c'est le 16 juillet. Voilà. Donc, on enchaîne les mensonges. On a un député de la nation qui enchaîne les mensonges. Vous vous rendez compte de la réalité de la troisième circonscription? Il dit que j'ai menti aux concitoyens en étant élu de député. Je savais pertinemment que je serais candidat. Mais on ne savait même pas qu'ils allaient dissoudre l'Assemblée. Alors, si vous avez le contact personnel d'Emmanuel Macron, vous l'avez gardé, vous saviez qu'il allait dissoudre l'Assemblée, ça c'est vous. Mais moi, je n'avais pas le contact. Je n'ai jamais eu de contact avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, sur les projets que nous avons, notamment, on veut réformer l'octroi de mer. C'est une problématique dans nos territoires. C'est une problématique dans nos territoires parce que ça renchérit le coût de la vie. Ça renchérit le coût de la vie parce que c'est une taxe qui n'est pas comme la TVA,
Souvent, les élus ont cet abus de langage de dire oui, c'est une taxe comme la TVA. Non, ce n'est pas une taxe comme la TVA, qui est sur une valeur ajoutée sur le prix hors taxe, mais c'est une taxe qui rentre directement dans la composition du prix de revient. Et donc, ça fait augmenter le prix de manière exponentielle. Sur pas mal de produits qui ne sont pas fabriqués ici, nous payons l'octroi de mer, et cela n'est pas acceptable, que nous puissions payer une taxe pour financer les collectivités locales alors que nous payons déjà des impôts. Mais justement, vous voulez appauvrir les collectivités locales? Non, Oui. au contraire. Comme tout département français, elle se finance avec une dotation globale de fonctionnement compensant à l'euro près. L'octroi de mer en Outre-mer, ça représente environ 1 milliard. Et donc, nous allons compenser cette perte et faire en sorte que cet octroi de mer, Oui. nous puissions libérer le porte-monnaie de nos compatriotes parce que les Guadeloupéens, quand ils achètent ou qu'ils reçoivent un colis, ils se rendent compte du poids de l'octroi de mer. Et donc, on va libérer justement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Tous nos compatriotes sont d'accord là-dessus. Sur sauf tous les les produits ou les produits de première nécessité? Non. Sur les produits qui ne rentrent pas en concurrence, qui ne sont pas fabriqués ici en Guadeloupe. Ceux qui rentrent en concurrence avec nous, oui, nous gardons l'octroi de mer. Et donc, ça permet de faire chuter les prix. Il y aura un contrôle à faire pour voir que les prix chutent véritablement. Ensuite, cet octroi de mer, nous la gardons. Nous faisons en sorte que lorsqu'il y a, ça nous permettra justement d'aller vers l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe, lorsqu'il y aura des projets structurants pour l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Par exemple, je prends tout le temps cet exemple, on ne fait pas de sel en Guadeloupe, pourtant nous sommes entourés de mer. Si demain nous devons construire une usine pour faire en sorte qu'il y ait du sel en Guadeloupe, eh bien, nous finançons le projet et ensuite dès lors qu'il y a du sel, nous mettons une taxe sur le sel qui rentre et pour faire en sorte que justement qu'il y ait moins d'importation, plus de consommation locale. Parce que l'octroi de mer, quand un élu vous dit qu'il veut faire en sorte de faire l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe et finance ses collectivités avec une taxe basée sur l'importation, c'est un non-sens intellectuel. Alors, Max Matzazin, justement, pour combattre la vie chère, on se souvient en commission des affaires économiques, vous avez déposé un amendement justement dans ce sens, sur l'autonomie alimentaire. Vous partagez cette idée de faire bouger un peu l'octroi de mer ou pas? Non, il faut réformer l'octroi. Il faut réformer. Mais la région... mais vous avez deux visions différentes sur la réforme. Je ne m'érige pas en spécialiste de la fiscalité comme... mon concurrent. Mais c'est une volonté politique. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et je ne m'érige pas un spécialiste de la fiscalité dans des explications un peu vaseuses. Parce que pourquoi? Lorsque vous supprimez l'octroi de mer et que vous dites je vous réformez l'octroi de mer, c'est 1 milliard d'euros, je vais donner 1 milliard d'euros aux collectivités territoriales. Oui. Je lui dis que, par exemple, lorsque l'État dit je vais financer par une dotation globale de fonctionnement, et précisément, ça ne fonctionne pas. Et on a l'exemple, par exemple, du RSA, qui n'a jamais, lorsque l'État a octroyé, ou du moins a donné comme compétence au département le RSA, et on s'est aperçu très rapidement que l'État n'a pas compensé. Et chaque année, ce sont 25 millions d'euros de plus que les Guadeloupéens paient, qui sortent du porte-monnaie des Guadeloupéens. Donc, ça appauvrit les Guadeloupéens. J'ai fait une proposition qui est extrêmement simple et sur laquelle je me bats à l'Assemblée nationale. C'est que, d'abord, les études ont démontré que ce n'est pas, peut-être que monsieur ne le sait pas, que ce n'est pas l'octroi de mer qui renchérit, ce qui renchérissent les marchandises, mais qu'il y a une situation de monopole qu'il faut combattre ici et dont ils ne parlent pas. Que les élus n'arrivent pas à combattre. Ils ne parlent pas. Maintenant. Non, nous battons dessus. Nous parlons. Bien sûr, mais nous battons dessus. Ça ne bouge pas véritablement. Non, mais faut l'admettre. D'accord. Mais pour l'instant, nous battons là-dessus et c'est sur ce sur quoi il faut se battre. La deuxième chose, c'est que la TVA est appliquée sur l'octroi de mer. C'est appliqué sur la marchandise déjà grevée dans l'octroi de mer. Donc on ajoute une taxe sur une taxe. Et je l'ai découvert. J'ai découvert, si vous voulez, ce subterfuge. Je suis en train de me battre avec Bercy par main de courrier que j'ai envoyé. Ceci était un dossier qui est en cours. Par conséquent, je reviendrai là-dessus quand je serai réélu parlementaire. Et c'est un dossier qui peut faire gagner 2 ou 3 points de pouvoir d'achat aux Guadeloupéens. Et donc, il faut un contrôle des prix. Il faut savoir quelles sont les marges qui sont appliquées. Mais je suis formellement contre le fait que l'on dise que la question de l'octroi de mer sera compensée par une dotation globale de fonctionnement. Cela n'a pas fonctionné auparavant, cela ne fonctionnera pas plus. Odile Dolassi. Cela n'a pas fonctionné avec votre ami de l'époque, M. Emmanuel Macron. Vous pouvez tout faire, monsieur. Vous pouvez tout faire, vous êtes Superman.
Vous pouvez tout faire. Mais allez-y, Odito Lessi. J'ai une question pour monsieur Mathiazin. Sur quoi on applique l'octroi de mer? Vous n'êtes pas sur le prix, vous n'êtes pas le sur journaliste la valeur ici. de la marchandise, sur quoi on applique l'octroi de mer? Vous n'êtes pas le journaliste ici, monsieur. J'attends les questions des journalistes qui sont Vous là. pouvez échanger, hein? Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'échanger. Non, il ne maîtrise pas la question de l'octroi de mer, c'est tout. Voilà la réalité. On paye l'octroi de mer sur la valeur CIF, transport plus marchandises. C'est un facteur du renchérissement du coût de la vie. C'est une réalité. Tous les rapports le disent. Tous les rapports le disent. Vous n'êtes pas du tout à jour sur les rapports, puisque nous, c'est nous qui avons pour travailler à l'Assemblée nationale les rapports. Et la concurrence et les prix, on fait plusieurs études ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières années, et qui ont démontré que ce n'est pas l'octroi de mer, puisque l'octroi de mer peut être modulé, qui renchérisse. Ce n'est pas l'octroi de mer qui renchérit les marchandises, c'est précisément le fait qu'on applique une TVA, donc on peut agir sur la TVA. Si l'État veut faire un effort, l'État n'a qu'à agir sur la TVA. Si la TVA est appliquée sur une marchandise qui est déjà grevée de l'octroi de mer. Donc une taxe, peut-être que vous ne connaissez pas ce texte-là, mais je vous invite à aller le chercher. Une taxe ne peut pas s'appliquer sur une autre taxe. Et c'est précisément ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Alors, restons dans le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Est-ce que le bouclier qualité-prix aujourd'hui est défaillant? On sait que c'est un panier de 105 produits pour un total de 314 €. Est-ce que c'est défaillant? Il faut faire mieux? Est-ce que les partenaires, tout le monde joue le jeu? Odito Lessi, vous avez le sentiment que c'est un peu dépassé, ce bouclier qualité-prix? Je pense que c'est dépassé. Il faut qu'on puisse agir plus en profondeur. Et donc, notamment, c'est l'un de nos projets en Outre-mer. On veut faire en sorte qu'il y ait 100 produits de première nécessité qui soient exonérés totalement de la TVA et de faire en sorte que justement qu'on puisse avoir un contrôle, comme pour l'octroi de mer, un contrôle sur la baisse effective du prix des marchandises à l'intérieur des supermarchés, de faire en sorte que cette baisse soit appliquée et que nos familles, que nos compatriotes puissent bénéficier de cela et puissent gagner en pouvoir d'achat, pouvoir retrouver des produits à des prix qui sont tout à fait acceptables. Votre programme, il est un peu coûteux quand même, parce qu'il faut aller chercher de l'argent pour ça. Mais tout à fait, exactement. Mais nous faisons beaucoup d'économies. Lorsque vous faites le ministère de la fraude, justement, sur les fraudes fiscales et sociales qui sont jugées entre 15 et 45 milliards, donc vous couvrez largement ce genre de pertes que vous engagez. Donc ce n'est pas une question de combien coûte cela, c'est une question de priorité. Moi, je crois qu'au niveau de ce gouvernement, nous devons avoir d'autres priorités. Quand je vois que, par exemple, on engage des milliards pour faire la guerre, des milliards dans d'autres pays, alors que nous, Guadeloupéens, nous sommes pourtant français, le gouvernement ne pense jamais à nous à résoudre les problématiques qui se trouvent dans nos territoires. Et donc, nous devons justement faire en sorte qu'il y ait un gouvernement, et c'est cela que je propose dans la 3e circonscription, qu'il y ait un gouvernement qui pense à nos compatriotes, qui sont français aussi. Évoquons, messieurs, la politique migratoire. Peut-être que vous allez vous entendre sous ce débat, puisque la loi pour contrôler l'immigration en France, améliorer l'intégration, a été votée en début d'année. Avec Olivier Serva, Max Mathiazin, vous l'avez voté, contrairement à Élie Califère, les deux autres députés, et Christian Mathis, qui n'ont pas voté ce texte, estimant que ce texte est nourri par l'idéologie du Rassemblement national. Max Mathiazin, je vous pose la question, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir voté cette loi? Je ne regrette pas. Quand je vote une loi ou une proposition de loi ou un amendement, c'est après réflexion. La situation de notre pays est telle qu'aujourd'hui, on le sait très bien, 60% des faits délictueux sont commis par les personnes qui sont les personnes étrangères. J'ai pris cette décision parce que nous sommes une île et je me dis qu'il est difficile, nous n'avons pas de frontières terrestres, nous n'avons pas de frontières qui puissent être véritablement protégées. En tout cas, les frontières ne le sont pas. Je demande d'abord, bien sûr, la régularisation, si possible, des travailleurs en situation régulière sur le territoire, dans la mesure où ce sont les bananiers, par exemple, qui se sont demandé s'ils ne pouvaient pas avoir des personnes qui sont d'origine étrangère parce que les Guadeloupéens, ils ne trouvent pas de Guadeloupéens qui veulent travailler, par exemple, dans le secteur agricole, dans le secteur de la banane.
La deuxième chose, il faut contrôler bien sûr nos frontières. J'ai pris cette décision en toute connaissance de cause. Il se trouve que la plupart des mesures qui sont contenues dans ce texte ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, je vous rappelle, et je vous l'avais fait savoir par communiqué de presse, que lorsque M. Darmanin est venu en Guadeloupe, je suis le député qui lui a proposé, je viens de le dire, 11 propositions pour la sécurité et que je vous demande donc vous avez eu des garanties de Gérald Darmanin j'ai des garanties. Non, moi, je ne table jamais sur les garanties. Je me bats. Oui. Je ne suis pas dessus comme monsieur qui vient dire ici, monsieur Tolassi qui vient dire ici, je peux tout régler. Je peux tout régler en Europe si je suis député européen et je peux tout régler en France. Il est le plus fort. Et donc, par conséquent, je me bats. Je sais que tout ce que l'on peut gagner, c'est de se battre. Voilà que je découvre qu'il va y avoir un gouvernement qui va tenir compte de nous, que la France doit sacrifier sa politique étrangère, sa politique de sécurité pour venir et en aide aux Guadeloupéens en disant que tout va être réglé en un coup de baguette magique. On mérite pas que la France... Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'impératifs dans un contexte de d'endettement de la France qui est extraordinaire. Par conséquent, je sais que ce que je vois pour mon pays, je le défends et je fais avancer mon pays. En relation, par exemple, les 5,8 millions d'euros que j'ai fait octroyer à la diversification agricole, parce que nous parlons de diversification agricole et de possible, je ne dirais pas souveraineté, indépendance non, mais peut-être souveraineté alimentaire. Je me suis battu pied à pied avec les agriculteurs, avec les petits planteurs, avec, si vous voulez, Iguaflore, Iguavi, pour essayer d'améliorer les choses. Donc, tout le monde sait que c'est plus difficile qu'on ne le croit. Rodi Tolassi, alors quelle est votre position sur l'immigration en Guadeloupe spécifiquement et quelles mesures vous proposez pour mieux la contrôler? Et est-ce que cette loi qui a été votée convient au Rassemblement national, va dans la politique du Rassemblement national? Cette loi qui a été votée et qui a été votée par Max Matsaz. Oui, mais sur la question de l'immigration, ce que je dis aux Guadeloupéens, c'est qu'il faut préférer l'original à la pâle copie. Voilà la réalité. Nous avons toujours combattu l'immigration pour plusieurs raisons. Nous avons toujours combattu l'insécurité. Nous le voyons aujourd'hui. Je crois qu'un jeune homme a été gravement blessé pas loin d'ici, à Pointe-à-Pitre. Nous sommes à 19 homicides et on se rend compte que le soi-disant bon bilan que certains ont ne permet pas de résoudre les problématiques de la Guadeloupe lorsque nous avons de tels chiffres. 19 homicides. Tout le monde a peur de sortir de chez soi aujourd'hui. Tout le monde a peur d'aller à Pointe-à-Pitre. Mais on a un bon bilan pour autant et on ne le voit pas. La réalité de l'immigration, c'est que aujourd'hui, il faut être honnête un minimum et dire qu'on ne peut plus accueillir parce que nous devons penser d'abord à nos compatriotes. L'immigration, ça n'a jamais été un bénéfice, que ce soit pour le pays qui subit l'exode, que ce soit pour le pays qui en bénéficie. L'immigration a toujours été un outil du grand patronat pour faire baisser les salaires, pour tenailler les salaires au plus bas, utiliser la misère du monde, l'esclavage moderne en quelque sorte, et on se rend compte du résultat de cela. Je suis désolé, ça fait 60 ans que nous accueillons la communauté haïtienne, et pour autant, la situation d'Haïti ne s'améliore pas. Donc on se rend compte que c'est un échec. Et on ne peut pas dire qu'en Guadeloupe, par exemple, qu'on ne veut pas que notre jeunesse puisse partir parce que c'est la force vive de la Guadeloupe, et qu'on puisse piller les autres de leurs ressources humaines. Donc, il faut justement avoir une vraie politique de fermeté à l'intérieur de notre territoire. Lorsqu'il y a des immigrés clandestins qui, notamment, commettent des actes délictuels, il faut les expulser le plus rapidement que possible. Il faut contrôler les eaux territoriales parce qu'on sait pertinemment que c'est là, par là, que rentre la drogue et les armes. La drogue qui permettent de donner la démence nécessaire pour faire les actes que nous voyons sur le territoire et les armes. Et donc, il faut mettre les moyens pour cela. C'est cela que nous disons au Rassemblement national, mais nous disons aussi qu'il faut avoir une politique de co-développement avec les pays qui sont en difficulté aujourd'hui pour leur permettre que demain, ils puissent vivre tranquillement chez eux. C'est notre politique à nous. Donc, par exemple, nous voulons revenir sur des pompes aspirantes de l'immigration qui, par exemple, sont le droit du sol, notamment en Guadeloupe. Donc, vous augmentez les moyens, ça a un coût? Non, mais ça, on entend ça tout le temps parce que c'est du yaka. Je constate notamment sur la question du blocage des prix
que M. Bardella vient de dire, nous allons différer, par exemple, la baisse de la TVA ou la suppression de la TVA sur les 100 produits de première nécessité, M. Tolassi. Vous savez que ça a été renvoyé au calendrier grec, c'est-à-dire à 2-3 ans. J'ai le programme là. Non, le programme, entre ce qui est écrit sur un programme et ce qu'il dit. Projet de loi de finances rectificative 2024. Non. Donc, ce qu'il dit. Vous connaissez mieux on va revenir sur le pouvoir d'achat. Il connaît mieux le programme du Rassemblement national. Vous voyez, là, ce soir, dans ce débat, M. Mathias ne parle que de mon programme et de mon projet, et on se rend compte qu'il n'a pas de projet, il n'a pas de programme. Il va à l'Assemblée nationale sans projet, sans programme, il ne sait même pas dans quel groupe il va siéger. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire là, hormis de demander l'immunité parlementaire. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des mesures qui étaient propres à améliorer la situation des plus démunis d'entre nous ou de nos pays, par exemple, en ce qui concerne les salaires, le Rassemblement national a voté la loi sur l'augmentation du SMIC, eh bien, lorsqu'il s'agissait de voter, a voté contre. Vous voyez? Non, on a voté pour ou contre, il faut savoir. J'ai dit à voter et à voter contre. En ce qui concerne la revalorisation des salaires, lorsqu'on l'a proposé, vous avez voté contre. Par conséquent, la revalorisation des retraites, vous avez voté contre. Le réindexation, vous avez voté contre. En ce qui concerne ces éléments, je les ai ici avec leur date. Par conséquent, puisque c'est vous n'avez que moi à la bouche, c'est soit fake ou faux. Et vous pensez que ça suffit comme argument pour convaincre les gens. Aujourd'hui, je vous ai dit que vous dites que vous avez un plan, nous agissons. Et lorsque, monsieur, ne croyez pas que vous êtes la seule personne à avoir réfléchi sur la question de la Guadeloupe. Lorsque je me suis présenté à l'Assemblée nationale, je me suis présenté avec un projet, je me suis présenté avec ce que vous appelez un plan, puisque vous avez un plan, eh bien, les électrices et les électeurs de la 3e circonscription, figurez-vous, il y a 2 ans, ont approuvé ce programme, ont approuvé ce projet. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle je leur demande, et puisqu'ils sont satisfaits, ils l'ont démontré précisément en me donnant sur vous une large avance, et c'est ce qui vous irrite, c'est ce qui vous je n'ai pas mal, chagrine. Monsieur, parce que monsieur, vous permettez? Je ne suis pas comme vous à la recherche de l'immunité parlementaire. Non, donc monsieur, ça me vous fait pas mal, à la monsieur. bouche. Ça ne me fait pas mal. Je ne suis pas en danger. Moi, je ne suis pas en danger. Je n'ai jamais été devant un tribunal. Ça m'est jamais arrivé, ni en garde à vue, ni devant un juge, contrairement à vous, monsieur Mathiazin. Contrairement à vous. Voilà. Vous pouvez nous expliquer comment se passe peut-être une garde à vue? Moi, je ne sais pas. J'ai pas l'expérience. Vous voulez tout m'apprendre ce soir? Apprenez-moi comment se passe une garde à vue. J'aimerais bien connaître, monsieur Mathiazin. Si vous connaissiez le droit, vous sauriez que lorsque quelqu'un possède son immunité parlementaire, il ne peut pas être mis en garde à vue. Donc c'est pour ça que vous voulez garder l'immunité parlementaire. Moi, je n'ai pas besoin de garder mon immunité parlementaire, puisque de toute façon, ça permettra de rebondir par rapport à vos échanges. Il y a une auditrice qui nous dit leur cancan ne nous intéresse pas. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est comment ils vont faire avancer la Guadeloupe qui stagne. Monsieur Tolassi, vous avez un temps de retard sur le temps de parole, donc je vous adresse une question d'une internaute sur X qui dit donc qu'elle a une question pour vous. Est-il possible de savoir en quoi les valeurs du RN seraient-elles en accord avec les valeurs de notre île? Les valeurs du RN sont tout à fait en accord avec notre île. C'est le patriotisme, c'est le localisme, c'est la volonté de faire la souveraineté de nos territoires, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire. C'est notre projet, il est écrit. Je ne suis pas là en train d'écrire un projet personnel d'un côté et le parti dans lequel j'y vais n'est pas d'accord et arrivé à l'Assemblée nationale, il est inapplicable. Notre projet est en cohérence avec la volonté politique guadeloupéenne et d'ailleurs, ils l'ont dit en 2022, en votant à près de 70% de préférence pour Marine Le Pen par rapport à Emmanuel Macron. Donc la réalité, elle est là. Nous avons un projet qui prend en compte les spécificités des territoires d'outre-mer et qui est prêt à être mis en œuvre au sein de l'Assemblée nationale. Parce que la question, et cette logique, elle est fondamentale dans cette élection, c'est de bien comprendre et de bien dire que l'Assemblée nationale fonctionne avec des groupes importants. Plus vous avez un groupe important, plus vous avez des possibilités de faire des lois, de faire des propositions de loi, d'avoir un groupe qui vous appuie et, justement, c'est ce que j'ai avec le Rassemblement national. Alors, malheureusement pour vous, M. Tolassi, puisque vous ne savez pas comment ça fonctionne, ça dément tout à fait ce que vous venez de dire. D'ailleurs, pourquoi? Parce que nous sommes le groupe, en tout cas, le parlementaire, ayant proposé le plus de propositions de loi
pour les Outre-mer. Vous avez zéro proposition de loi en 7 ans. Zéro proposition de loi. Vous trompez. Zéro proposition de loi. Vous avez co-signé des propositions de loi qui ne vous appartenaient même pas. Vous n'avez pas une proposition de Monsieur, loi. vous permettez? Et à savoir qu'il y a 4 députés en Outre-mer qui n'ont fait aucun rapport, dont Max Mathiazin. À ce Qu'est-ce que propos, vous appelez- à ce non, non, propos, attendez, qu'est-ce que à vous ce appelez un propos, rapport? Morgane Dumoul demande... la proposition de loi sur la continuité territoriale, monsieur, c'est un travail commun entre Olivier Servat et moi. Vous appropriez à chaque fois la proposition de loi Non, de je ne quelqu'un. m'approprie rien du tout. C'est Justement, Monsieur Mathiazin, la question de l'internaute vous permet de répondre. Voilà. La question est, donc, de Morgane Dumoul, quel dossier que vous avez pris à bras le corps depuis 8 ans maintenant, et est-ce que les choses fonctionnent aujourd'hui? Oui, alors, je ne sais pas si les choses fonctionnent aujourd'hui comme je voudrais que les choses fonctionnent, mais nous avons engagé un travail très important. Précisément, je vous prends un exemple. Il y a 17 enfants, voilà, 17 enfants dans les Outre-mer, en Guadeloupe notamment, qui sont atteints par année de cancer pédiatrique. Personne n'en parlait. Ces enfants peuvent rester 3 ans malades dans l'Hexagone parce que les parents doivent partir très rapidement avec ces enfants, parfois le lendemain ou le lendemain. Les parents doivent abandonner leur travail. Eh bien, ce dossier me tenait à cœur, ça me vient comme ça. Et j'ai fait adopter un amendement de 1 million d'euros. 1 million d'euros pour ces enfants malades, pour que les parents puissent aller voir leurs enfants voyager, prendre en charge des billets, hébergement, etc. Donc, je pense que c'est un... Et il en est de même pour la Martinique aussi, c'est-à-dire que c'est une moyenne de territoriale. Donc, mais on me demande quel dossier. J'ai répondu sur un dossier. Très bien, c'est très bien. Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez, on parle de continuité territoriale, le prix des billets d'avion, par exemple, qui est exorbitant, on dit au classique. Que pensez-vous de cela? Et justement, quelles solutions vous envisagez avec avec le Rassemblement national pour réduire ces coûts pour les ultramarins et singulièrement les Guadeloupéens? Les solutions, elles sont multiples. Il y a plusieurs endroits où on peut agir, notamment pour faire baisser les prix des billets d'avion. Je pense qu'il faut une aide gouvernementale suffisamment conséquente pour faire baisser ces prix. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait plus de concurrence au niveau de ces voyages transatlantiques, notamment parce que la plupart des liaisons que nous avons aujourd'hui se passent entre la France hexagonale et les territoires ultramarins. Mais il y a d'autres outils aussi où nous pouvons agir. Par exemple sur des taxes, la taxe sur le kérosène, notamment aux Antilles, pour faire baisser les coûts des billets d'avion. Et donc c'est vers ces sujets-là que nous devons aller pour faire descendre le prix des billets d'avion. Évoquons justement avec tous ces projets un débat très d'actualité, c'est l'évolution institutionnelle. On a eu un grand débat autour du Congrès il y a quelques semaines. Et Guy Losbar, le président du Congrès, à l'époque, disait au final c'est la population qui va décider, puisqu'il a indiqué qu'il y aura bien un référendum. Max Mathias, je commence, vous avez un temps de retard. Auditolassi, sous ce dossier de l'évolution institutionnelle, il faut un référendum, selon vous, il faut donner la parole au peuple? Oui, vous connaissez mon discours, il n'a pas changé sur la question de l'autonomie et l'évolution institutionnelle. Je pense qu'il faut consulter les Guadeloupéens et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est cela qui va régler la problématique urgente de nos territoires aujourd'hui. Oui. Nous avons eu pas mal de leviers sur lesquels nous n'avons pas pu agir, notamment la loi 3DS, sur pas mal de domaines. Et je vois... Arrivé au pouvoir, le Rassemblement national arrête toutes ces discussions. Non, je n'ai jamais dit ça. Je vous pose la question. Je n'ai jamais dit ça. On n'a jamais été opposé. D'ailleurs, c'est moi ici qui ai une opposition ferme à cela, mais ce n'est pas le Rassemblement national pense que si la population veut une évolution institutionnelle statutaire, c'est à elle de statuer. Et ensuite, oui, on peut travailler dessus. Mais je pense que dans l'urgence, dans le quotidien de nos compatriotes guadeloupéens, lorsqu'on voit la situation de la Guadeloupe, lorsque certains demandent plus de compétences et on voit la réalité, notamment dans le transport public, quand je vois par exemple le bus des maires, il est où? Le transport public en Guadeloupe, il n'y a même pas une voie de bus réservée en Guadeloupe. La gestion des déchets, c'est une catastrophe, c'est une compétence locale pour autant. On ne peut pas dire que c'est une problématique qu'on a avec l'État, c'est une problématique purement locale. Sur la gestion de l'eau aussi. C'est une problématique locale. Sur l'éclairage public, c'est une problématique locale. Sur la formation, mais où est passée la formation? On n'en parle pas. Là aussi, je crois qu'on parle de détournement de fonds publics là aussi. Ce serait peut-être les mêmes aussi. Mais sous la formation, justement, quelle est la vision du Rassemblement national si vous arrivez au pouvoir? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Comment travaillez-vous avec la région qui est chargée de piloter justement la première chose qu'il faut faire,
comme je vous ai dit, il faut une enquête parlementaire sur les fonds qui sont alloués à la Guadeloupe. Et qu'est-ce qu'on fait de ces fonds? Parce qu'on se rend compte que les fonds disparaissent. Ah, vous avez un doute sur Ah oui, j'ai un gros doute. Ah non, je n'ai pas. J'ai un gros doute. Et d'ailleurs, nous le voyons. L'état de l'école de la deuxième chance et de la formation en Guadeloupe, par exemple, est dans un état de délabrement total. Donc, il faut un audit, il faut une expertise, il faut une commission demain qui puisse aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces domaines-là avant d'y statuer. Max Matazin. Monsieur Tolassi dit, je suis pour consulter la population. Il ne sait même pas, voilà quelqu'un qui veut être parlementaire, il ne sait même pas que l'article 73 de la Constitution oblige, c'est une obligation de consulter la population. Consulter avant. Donc non. Lorsqu'il y a un projet pour le changement institutionnel, il faut consulter la population. De toute façon, la loi le prévoit. Par conséquent, vous n'avez pas à être pour ou contre. C'est la Constitution française. Je veux avoir un avis politique. Non, mais c'est pas une question d'avis politique. Monsieur, je dis que je suis contre l'évolution institutionnelle statutaire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non, vous venez de dire que non. Monsieur dit. Je suis pour le référendum. Précisez la question sur le référendum, monsieur. Justement, les Guadeloupéens puissent statuer, mais moi, à titre personnel, je ne suis pas pour l'évolution institutionnelle ou statutaire. J'ai bien compris. Non. Merci beaucoup. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Okay. De toute façon, la question ne se pose pas, puisque la question était, étiez-vous pour ou contre que l'on consulte la population? J'ai dit oui. Voilà. Je viens de vous dire, non, vous n'aviez pas, vous avez répondu en tout cas en disant je suis pour. Alors donnez-nous votre vision, Max Matazin. Je vous dis que du point de vue de moi je pense qu'il faut, aujourd'hui, les Guadeloupéens réfléchissent, les élus guadeloupéens réfléchissent, il y a un projet qui est en cours, et bien en vertu du fait, moi je veux voir ce projet, avant de dire je suis pour ou contre, je veux voir ce projet, l'évaluer, et surtout peut-être peut-il y avoir plusieurs projets, c'est le jeu de la démocratie, et je suis de toute façon pour l'application de la Constitution, c'est-à-dire une consultation de la population. Avant vos conclusions, une question dans ce contexte politique, vous avez été interpellé par Audit Tolassi. Quel sera votre positionnement? C'est qu'il y a eu le nouveau Front de gauche. Ce sera, si vous êtes réélu, votre positionnement politique à l'Assemblée. Je vous ai répondu d'emblée. Je vous ai dit que je continuerai à siéger dans le groupe Lyot, qui pour moi est un groupe efficace. Monsieur Tolassi sait déjà que, par exemple, le Rassemblement national sera majoritaire. Moi, je ne sais pas qui sera majoritaire. Je ne sais pas, puisqu'il n'est jamais allé au Parlement. Donc, il ne sait pas comment ça se passe, la composition des groupes après une élection, quand les députés arrivent. Par conséquent, je continuerai à siéger au groupe Lyot, et qui est un groupe qui m'a permis d'avancer. C'est un groupe dont on a parlé. Et c'est le premier groupe. Vous êtes un sachant et tout le monde sont des imbéciles. Non, les Guadeloupéens sont des imbéciles. Vous êtes un sachant. Vous dites vous êtes un sachant. Personne ne sait comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est vous seulement qui connaissez. Vous venez de dire, monsieur, que le groupe Lyot n'existera plus. Donc c'est vous le sachant. Et vous êtes même une espèce de cartomancienne. Oui. Vous n'avez pas parlé ce soir du nouveau Front de gauche, mais vous ne m'avez pas posé de questions. Oui, il vous a posé des questions, mais vous parlez que de moi, que du projet du Rassemblement national et que du Rassemblement national. Monsieur, je vous ai en face de moi, permettez que je vous interpelle sur un certain nombre de questions et pour démontrer la fragilité de votre situation politique par rapport à la situation politique. Mais parlez un peu de votre projet, votre programme, vous n'en avez pas. Le nouveau Front de gauche, vous adhérez à son programme? Non, mais je trouve que c'est une très bonne démarche parce que ça permet justement de barrer la route au Rassemblement national, de faire en sorte que cette idéologie, qui est une idéologie raciste et qui ne convient pas, et xénophobe, et qui ne convient pas à ce que nous sommes, puisse ne jamais avoir jour, en tout cas pour l'instant, en Guadeloupe. Par conséquent, j'adhère à la démarche. Et si toutefois, je le dis bien, nous n'arrivions pas, en tout cas, je pense que nous aurons le groupe Lyot, je serai plus proche, précisément, des personnes du rassemblement, des élus du rassemblement, du nouveau Front populaire, que du Rassemblement national. Dites-le. Voilà. Audit Tolassi. Non, mais sur la configuration de l'Assemblée nationale, avant vos conclusions. Quand on parle d'idéologie raciste et xénophobe, et quand on entend dans les discours de M. Mathiazin, dans les meetings de M. Mathiazin, les propos qui sont tenus, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Hein. Sincèrement. Monsieur, ne vous victimisez pas, ça ne sert à rien. De continuer. Tout le monde vient écouter vos meetings et on voit quelles insanités vous proférez chaque nuit et toute la journée en Guadeloupe. Vous êtes passé l'autre jour, c'est un scandale. Vous êtes passé avec 5 camions. On va pas refaire vos meetings, alors, monsieur. Je termine. Monsieur Tolassi. Mais laissez-moi terminer, monsieur Mathiazin. Calmez-vous, voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, monsieur Mathiazin. Allez-y, Audit Tolassi. Monsieur Mathiazin, je ne parle même pas de vous dans mes meetings. Même pas.
et ni de mes... C'est très rare, ça arrive très peu. J'évite de nommer votre nom dans mes meetings. Expliquez-nous un peu. Vous n'êtes pas une référence pour moi, du tout. Surtout lorsque vous êtes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale dans son contexte incertain pour l'instant. Vous ne savez pas. Dimanche, nous aurons les résultats de ces élections et vous verrez que demain, on peut avoir cette majorité. C'est cela que je dis. On peut avoir. C'est possible. En 2022, on disait que le Rassemblement national allait avoir 20 députés. Nous avons eu 89 députés. Voilà. On avait presque 4 fois plus de députés. Aujourd'hui, on dit on est à 230 à peu près. Ben, nous pouvons avoir beaucoup plus demain à l'Assemblée nationale. Donc c'est notre objectif de pouvoir composer ce gouvernement pour faire tomber le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce qu'on voit qu'il y a des jeux d'alliance. On ne comprend pas vraiment ce qui est fait entre le Front populaire et les macronistes d'un côté. Ils se désistent, ils se mettent ensemble. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui est fait. Et nous avons une ligne, nous avons un groupe sur lequel, lorsqu'on met un bulletin, on sait pertinemment pour qui on met un bulletin et on sait pertinemment ce que nous irons faire à l'Assemblée nationale. Max Mathiasien, c'est le moment de votre conclusion. C'est moi qui avais commencé. Oui. Donc je suis le dernier à parler. Non. C'est vous. D'accord. C'est vous. Très bien. En tout cas, électrice et électeur de la 3e circonscription, je viens de participer à un débat dont vous avez ressenti la teneur, puisque mon adversaire qui accuse 3337 fois de retard est passablement irrité et lâche les plus vilains, les plus basses manœuvres, utilise les plus basses manœuvres pour essayer, soi-disant, de reconquérir ou remonter ce retard qu'il accuse et qui est un retard important. Cela fait 3 fois que je me présente devant vous et vous avez reconnu que le travail accompli. Ce travail s'est solde par cet écart. Je vous demande, de par l'accueil que vous me réservez, par le lien qui se tisse entre nous, qui s'est tissé entre nous, je veux dire le lien presque quasi affectif qu'il y a entre nous, de faire en sorte que puisse se concrétiser cette victoire qui se dessine déjà, et samedi, de faire le déplacement parce que vous voulez que vos intérêts soient mieux défendus dans la modération, avec une idéologie, un comportement qui consiste à unifier les Guadeloupéens, à les unir et non pas à les diviser. Pas d'ostracisme, pas de racisme, mais précisément le fait que nous puissions vivre ensemble et préserver ce vivre ensemble culturellement guadeloupéen pour construire notre pays. Donc je vous demande de continuer et de faire un effort supplémentaire pour voter samedi, pour votre député Max Mathiasien. Rodit Lassi, votre conclusion. Chers compatriotes de la 3e circonscription, nous sommes à la croisée de chemin de cette volonté de changement qui nous anime depuis un certain temps, de cette volonté de faire un trait sur des comportements et des méthodes du passé. Cela a toujours été notre volonté. Et c'est pour cela, aujourd'hui, que beaucoup se sont abstenus, n'ont pas voulu voter. Depuis plusieurs élections, je leur dis, ce soir, qu'il y a la possibilité de faire changer les choses, de faire basculer la politique en Guadeloupe de manière définitive et de mettre au placard l'ensemble de tous ceux qui ont eu des comportements qui sont condamnables et déjà condamnés pour la plupart. La volonté politique qui m'anime, nous avons pu réussir le premier round, de faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne puisse pas avoir ce gouvernement. Je dis à tous les Guadeloupéens de prendre le train du changement, de ne pas rester au bord de la gare, de faire en sorte qu'ils participent à ce changement. Car c'est la possibilité, aujourd'hui, d'avoir un homme, et aussi un homme dans la 2e circonscription, Laurent Petit, et moi-même Rodit Lassi, qui font partie d'une majorité gouvernementale. C'est cela que je propose aux Guadeloupéens pour faire avancer les dossiers de la Guadeloupe, car l'Assemblée nationale, c'est un endroit où il ne faut pas être isolé, il faut faire partie d'un groupe sur lequel vous êtes déjà d'accord sur les projets. C'est toute la différence que j'ai avec mes adversaires politiques en Guadeloupe. Moi, j'ai un projet, nous sommes d'accord sur ce projet, nous allons le mettre en place si vous nous permettez de le mettre en place samedi. Ce samedi, il reste 53 000 personnes qui n'ont pas voté. 3 000 voix n'est rien. Je n'ai jamais eu peur de l'affrontement politique.
Je n'ai jamais eu peur des retards, je n'ai jamais eu peur de me battre et je n'aurai pas peur de la décision des urnes quand je fais confiance à mes électeurs. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ce débat. Max Mathiazin, Rodi Tolassi, rendez-vous samedi dans la 3e circonscription. Un autre rendez-vous demain soir, ici même. Exactement, avec Jennifer Linon et le député sortant Élie Califère pour la 4e circonscription. Ce sera d'ailleurs notre dernier débat de la semaine. Il est 19h40. On vous laisse entre les mains expertes de Judith. Très bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Merci, Eddy Planté.